C'est une magnifique exposition tant par sa mise en scène que par son contenu. Pour mettre en valeur l'ensemble de ces œuvres qui sont un peu dispersées dans toutes les églises du département, il fallait pas moins que l'abbatiale de l'abbaye royale de l'Épau pour les recevoir, et ça correspond tout à fait à l'esprit du lieu. L'abbaye royale de l'Épau, c'est la création de Bérengère de Navarre, qui est l'épouse veuve de Richard Cœur de Lion, qui décide dans les années 1230 de fonder une abbaye pour qu'elle puisse y être exposée avec son gisant. Ce gisant retrouve sa place initiale et toutes ces études qui ont démontré que c'était bien son emplacement initial, avec la fondation de l'abbatiale elle-même et puis la constitution du gisant, sa sculpture, la nature des pierres qui ont été utilisées. C'est ainsi qu'on a pu, dans le même temps prévu que l'exposition, installer cette reine Bérengère à nouveau dans l'abbatiale. C'est le XIIIe siècle et le XVIe siècle qui vont cohabiter pour le plus grand bonheur de tous les visiteurs. Aneta Palonka-Cohen est une experte en la matière puisque sa thèse de doctorat a été effectuée sur ses peintures du XVIIe, et donc c'est avec une très grande connaissance qu'elle a pu effectuer un choix. Le nombre de tableaux qui ont été restaurés dans le département est très important, et il a donc fallu faire appel à son talent, et on a bénéficié de son conseil avec le CAUE. Elle travaille pour le département dans le cadre de la conservation des œuvres mobilières, et je dois la remercier très sincèrement de ce remarquable travail. Cette exposition consacrée à la peinture mancelle du XVIIe siècle constitue une sorte de suite par rapport à une exposition qu'on a organisée il y a 17 ans déjà, en 2003, consacrée à la sculpture mancelle au XVIe et au XVIIe siècle. Ces peintres manceaux du XVIIe siècle travaillaient dans le même centre, donc Le Mans, et se côtoyaient bien entendu. Il y a une spécificité de cette peinture mancelle du XVIIe siècle, d'ailleurs c'est la même que celle de la sculpture à cette même période. Il s'agit d'une grande influence du maniérisme. Le maniérisme est né en Italie au milieu du XVIe siècle. À partir de la fin du XVIe siècle, on construit dans nos églises, on les décore de ces grands monuments, donc des retables, qui sont décorés notamment au centre d'une toile. Et ces tableaux constituaient une sorte d'instruction pour les fidèles qui n'étaient pas habitués à lire des textes. J'ai choisi 48 tableaux. Ils sont répartis en 4 pôles. Elles démontrent l'évolution de la peinture mancelle de la fin du XVIe siècle jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Et il y a un dernier pôle consacré aux tableaux de peintres étrangers. Au centre de l'exposition, nous avons aussi une curiosité, un tunnel qui est consacré à la façon de travailler des peintres mancels. Cinquième pôle en quelque sorte, nous présentons des restaurations remarquables, très particulières parfois, de tout type d'œuvres, donc des tableaux peints sur toile, sur bois, des sculptures en terre cuite, en pierre, et des objets différents, comme par exemple un devant d'autel Antependium peint sur cuir. Nous commençons notre visite par les premiers pôles consacrés à la peinture mancelle de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle. Il est constitué de 4 tableaux.
Nous commençons par un tableau qui a été peint à la fin du XVIe siècle, en 1584, par François Digny, un peintre du nord de la région. Ce tableau représente la Dormition de la Vierge, qui représente la Vierge au centre dans son lit de mort et entourée d'apôtres. Donc le modèle de ce tableau est tout à fait classique, mais dans notre région, on a aussi un modèle bien particulier. C'est une sculpture de Michel Colomb de la fin du XVe siècle. Et le modèle de Michel Colomb a été repris par plusieurs peintres, mais aussi sculpteurs de la région. Ce tableau représente la Vierge au centre, en train de mourir, avec un cierge entre les mains, avec les apôtres autour qui gesticulent, qui discutent, certains pleurent. Saint-Pierre dit la prière des morts, et à droite du lit de la Vierge, nous voyons une ouverture assez curieuse où on voit déjà la Vierge en train de monter au ciel avec un petit personnage agenouillé à ses pieds. C'est assez curieux. Donc ce personnage, c'est saint Thomas, un des apôtres qui n'a pas cru à l'Assomption de la Vierge, et Marie, pour lui prouver qu'elle montait vivante au ciel, lui laissait tomber sa ceinture. Les tableaux suivants représentent la scène, donc le dernier repas du Christ. Il provient de l'église de Cour-des-Manches. C'est un tableau anonyme qui date de la fin du XVIe siècle. C'est un tableau de style maniériste. Il faut tout de suite signaler que ce tableau a été coupé côté gauche, donc deux apôtres ne sont plus représentés malheureusement, avec Judas représenté de l'autre côté, comme si le peintre voulait les séparer des autres convives. Il est intéressant à souligner que dans ces tableaux, le peintre a voulu montrer plusieurs types de vêtements, donc notamment d'école. Donc on peut dire que c'est une révision de la mode de l'époque. Donc c'est tout à fait caractéristique pour ces tableaux. Dans le deuxième pôle, nous allons trouver une bonne vingtaine de tableaux de la première moitié du XVIIe siècle. C'est le pôle le plus important de l'exposition. Le premier tableau représente la Nativité avec le prophète. Il est conservé dans l'église d'Amnay. C'est une peinture tout à fait intéressante, d'autant plus qu'on connaît son auteur. Il s'agit de Mathurin Bonnecan, un peintre monceau d'origine bretonne, qui a peint plusieurs tableaux pour les églises du Maine à l'époque, donc qui sont toujours conservés dans les églises de la Sarthe. Ces tableaux représentent la Nativité ou l'adoration des bergers, puisqu'on voit autour de Jésus dans sa crèche la Vierge, Saint Joseph, aussi donc les bergers avec leurs animaux, et aussi ses prophètes, donc une iconographie assez particulière. Il faut savoir que Mathurin Bonnecan, dans son tableau, s'est appuyé sur une fresque italienne de Federico Zuccaro, peinte à la fin du XVIe siècle, qui représentait une annonciation avec des prophètes. Nous voyons dans ces tableaux tout à fait pittoresques, ancrés dans le style maniériste, la scène principale donc au centre, et aussi au fond, nous voyons à gauche et à droite deux scènes qui sont très importantes liées à la nativité du Christ, donc l'adoration au berger et l'adoration au mage. Dans la première moitié du XVIIe siècle, on voit aussi l'évolution des peintres monceaux qui, au début, sont très influencés par la peinture maniériste, et à partir des années 1630-40, cette influence maniériste s'estompe.
Nous voyons cela à travers les tableaux de Julien Baudou, un peintre qui a peint notamment 3 tableaux pour l'église des Pyrmille, notamment Sainte Catherine d'Alexandrie, que vous voyez ici, et qui justement est très différente des personnages qu'on a vus dans les tableaux d'Amnet. Nous voyons ici une très belle femme, de forme opulente, richement vêtue, avec des couleurs beaucoup plus chaudes, contrairement aux couleurs de la période maniériste, beaucoup plus acidulées. Donc vous voyez cette lumière dorée et cette influence déjà de la peinture parisienne autre que maniériste, notamment des tableaux de Claude Vignon qui représentaient des galeries de femmes fortes. Mais nous voyons aussi une influence du peintre le plus connu de Louis XIII, Simon Vouet, qui peignait beaucoup de femmes très belles avec des formes généreuses. Au milieu de cette exposition, nous avons aménagé un tunnel consacré à la façon de travailler des peintres Manceau. Ces artistes s'appuyaient largement sur les copies, les gravures notamment, et ici on a présenté justement les tableaux qui sont présentés à l'exposition avec leurs modèles respectifs. Dans le transept nord de l'abbatiale, je vous invite à découvrir le 3e pôle de l'exposition consacré aux tableaux de peintres Manceau de la deuxième moitié du XVIIe siècle. C'est un pôle également très important qui compte une bonne vingtaine de tableaux. Nous voyons déjà une grande influence de la peinture, on peut dire baroque, parisienne de la deuxième moitié du XVIIe siècle. Donc les peintres Manceau s'approchent davantage des artistes actifs à la cour de France à cette période. Nous nous trouvons maintenant devant l'Éducation de la Vierge conservée dans la chapelle Notre-Dame des Vertus de la Flèche, peinte par Pierre-Humbert Benard, un peintre qu'on connaît bien, né à Malicorne, donc tout proche, et qui était actif dans la deuxième moitié du siècle, tout comme son fils Pierre de Benard. Ce tableau représente la scène de l'apprentissage de la lecture de Sainte-Anne et de la Petite Vierge, où les peintres vraiment représentaient des personnages vraiment très proches de sa famille, en quelque sorte. On peut voir même dans la petite fille peut-être un de ses enfants portraituré. Ça change au niveau du style parce que dans la peinture maniériste, les personnages sont beaucoup plus stylisés. Dans cette Vierge à l'enfant de l'église du Juillet, nous voyons la Vierge assise sur une sorte de trône avec son enfant appuyé contre ses genoux, adorée par les anges.
La curiosité de ces tableaux, c'est le paysage du village du Juillet qui est représenté à l'arrière-plan. Donc nous voyons un petit pont avec une procession qui les traverse et également au fond l'église et le château du Juillet. La légende dit que la Vierge a été représentée sous les traits de la Dame de Juillet, la comtesse de Fodoas. Ce qui est peu probable parce que le peintre François Mongeon s'est inspiré des tableaux de Sébastien Bourdon, peintre parisien contemporain. Le quatrième et le dernier pôle de cette exposition est consacré aux peintres français non manceaux et aux peintres étrangers. Notamment, nous voyons ici cette magnifique assomption d'un maniériste parisien, Claude Vignon, qui représente la montée de la Vierge au ciel, au-dessus d'une tombe ouverte, couverte de fleurs. Ce tableau est très important pour notre région parce qu'il a influencé plusieurs peintres manceaux, notamment Laurent Lagouze. Cette Assomption est bien particulière par son format qui est horizontal et non pas vertical, et pourtant il présente l'Assomption de la Vierge, donc la montée de la Vierge au ciel. Et ici, le peintre a voulu surprendre en quelque sorte les spectateurs parce qu'il a montré cette grande tombe ouverte, remplie de fleurs qui ont remplacé le corps de la Vierge. On peut supposer que le format de ce tableau était imposé au peintre par le format de l'ouverture d'un rétable pour lequel ce tableau a été destiné. Nous sommes maintenant devant une très belle toile qui représente Saint-Michel pesant les âmes, donc la scène du jugement dernier. C'est un tableau d'une grande valeur. Il est l'œuvre d'un peintre florentin de la première moitié du XVIIe siècle, Francesco Curadi. Il est conservé aujourd'hui dans l'église Notre-Dame de Sablé, mais on ne sait pas d'où il vient exactement. D'ailleurs, il fait partie d'une paire de tableaux de peintres florentins de la même époque. Ce tableau présente Saint-Michel d'une façon assez curieuse, donc sous trait d'un jeune homme vêtu d'une cuirasse et appuyé sur une grande épée et tenant dans la main gauche une balance sur les deux coupelles, deux personnages, deux petits personnages, un noir qui pèse beaucoup plus, il regarde déjà vers l'enfer, et d'autres personnages qui est en train de prier, ils montent au ciel. Ces personnages-là est plus léger et vêtu de blanc. Et à côté de Saint-Michel, nous voyons au fond un grand personnage, c'est Satan. Il s'agit aussi d'un personnage qui regarde bien Saint-Michel comme s'il l'admirait. Le deuxième volet de cette exposition est consacré à la restauration des œuvres d'art du département. Il est constitué de trois parties, la sculpture, la peinture et les objets divers. Dans la première salle de cette partie consacrée à la restauration, nous avons présenté trois sculptures de matières différentes. Il s'agit notamment d'une très belle statue représentant la Vierge à l'Enfant de l'église de Saint-Georges-du-Bois, qui date du XIVe siècle. C'est une belle Madone, qui est peut-être l'œuvre d'un artiste parisien. Et cette statue a été couverte de 7 répins. Donc on a pu dégager ces répins qui cachaient non seulement la polychromie d'origine de cette œuvre, mais aussi la finesse de la sculpture. Donc on a pu découvrir et retrouver suite à cette restauration, à ces dégagements, notamment la ceinture de la Vierge, la broche, l'oiseau que l'enfant tient dans sa main, mais aussi les cheveux dorés de ces deux personnages. Les deux salles suivantes sont consacrées au tableau peint sur toile et sur bois. Dans
Dans cette salle, nous avons 4 tableaux, notamment une Assomption de la Vierge d'un peintre Manceau-Goudard, un tableau peint en 1676 et qui a été complètement repeint au XIXe siècle. Donc le tableau de Goudard a complètement disparu sous ces repeints du XIXe siècle et grâce à la dernière restauration, on a pu retrouver l'état d'origine de ces tableaux. Pour moi, un conservateur-restaurateur, c'est un peu comme un médecin des œuvres d'art. Une œuvre qui arrive à l'atelier, qui est altérée, dégradée. On va l'observer pour voir toutes les altérations, les pathologies, poser un diagnostic et ensuite trouver un traitement qui est vraiment adapté à l'œuvre. Parce que chaque œuvre est vraiment un cas unique. Par exemple, des soulèvements de couches picturales, de la matière picturale. On va poser ce qu'on appelle des facings ou protections de surface, donc qui sont des petits papiers qui sont collés sur ces zones fragiles, comme des petits pansements, et qui permettent de bien manipuler l'œuvre et de pouvoir la transporter en toute sécurité. Quand l'œuvre arrive à l'atelier, on va faire un constat assez détaillé. Et une fois qu'on a vraiment tous les éléments, on va pouvoir passer aux premières interventions. On va commencer déjà par la dépoussiérer, la nettoyer, soit avec des pinceaux, par aspiration. Et ensuite, donc, on démonte la toile et là, on peut procéder soit à un dérentoilage si l'œuvre a déjà été rentoilée, ou bien alors un refixage plus généralisé si besoin. On va d'abord stabiliser un état et assainir l'œuvre. Et là, on va pouvoir procéder au nettoyage. C'est plutôt un travail esthétique. Avec un petit coton, des bâtonnets, on retire progressivement les couches de crasse, puis ensuite le vernis. Après, on va retoucher uniquement au niveau des lacunes, des manques et de quelques petits points d'usure qui peuvent être gênants esthétiquement. Il y a une lacune au niveau d'un visage, on va pouvoir constituer la partie manquante du visage. Une fois que la retouche est finie, on pose un vernis final pour avoir une surface aussi satinée et homogène. Nous nous trouvons maintenant devant un tableau qui représente la Trinité, un sujet rarement traité au XVIIe siècle. Ce tableau, qui est conservé aujourd'hui dans la chapelle Saint-Denis du Tertre de Saint-Marc-la-Brière, a une histoire assez curieuse. Je l'ai découvert il y a quelques années sous une toile datant du début du XXe siècle, une toile modeste. Donc il a été couvert probablement à cause de son mauvais état de conservation. Quand on a enlevé cette toile du XXe siècle, on s'est rendu compte que les tableaux du XVIIe qui étaient dans un très mauvais état, étaient couverts de chancy, de micro-organismes et ils présentaient de nombreuses lacunes. La salle suivante est consacrée aux tableaux peints sur bois, donc les tableaux du XVIe siècle. Je voulais vous présenter cette petite Sainte Catherine d'Alexandrie, un tableau de dimension réduite, d'ailleurs coupé assez récemment dans sa partie basse puisqu'il est très abîmé. Son cadre et son support étaient vermoulus et sa couche picturale extrêmement lacunaire. Après sa restauration, on a pu récupérer l'état pratiquement d'origine de ces tableaux. Ce tableau qui représente Sainte Catherine d'Alexandrie est conservé aujourd'hui dans la chapelle de la Feigne de Pont-Valin. Dans la dernière salle, nous avons voulu montrer des œuvres très diverses, notamment un très intéressant antependium, donc un devant d'autel en cuir peint du XVIIIe siècle, qui est conservé aujourd'hui dans la chapelle du cimetière de Crâne en Champagne. Et cet antependium est l'œuvre d'un artiste probablement italien ou d'un artiste français influencé par l'art italien. Il s'agit d'une œuvre particulièrement rare parce que dans l'ouest de la France, nous avons que 3 antependiums de ce style conservés avec le même décor, toujours avec ces médaillons centrale représentant un personnage, ici une Vierge à l'enfant, entourée de corbeilles et de guirlandes de fleurs. Pour terminer, je voulais vous présenter une curiosité, une paire de consoles fixées sur les retables du XVIIe siècle de Champagné. Mais ces consoles datent de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle. Ces tubes de petits meubles sont fabriqués en bois peint, sculpté. Ici, nous avons 2 consoles fabriquées en carton bouilli.
département a une vraie volonté pour la restauration du patrimoine reconnue avec une commission qui attribue des subventions. Dans ces attributions, il y a les monuments historiques, mais il y a aussi tous ces objets mobiliers qui, depuis 30 ans, ont été restaurés, qui, dans toutes les communes, ont pris soin de leur patrimoine. Et donc aujourd'hui, eh bien, vous avez pu voir les restaurations qui ont été faites pour sauvegarder ce patrimoine riche. Cette abbaye, depuis quelques années, est ouverte au public avec beaucoup de manifestations. Nous avons la chance d'avoir aussi de la permaculture qui va vous entraîner dans les jardins pour aller un peu au-delà du bâti. Et puis il y a toute cette histoire avec Bérengère de Navarre et son gisant qui maintenant a retrouvé sa place initiale. On a maintenant une boutique qui vous accueille. Et puis il y a le Café des Moines, dans lequel on va vendre les produits de la permaculture. Donc l'assiette des moines avec des légumes du jardin. Et nous avons beaucoup de succès. Un des derniers atouts de l'abbaye aussi, c'est entrer dans la modernité. Et avec une application Guidigo, vous pouvez télécharger gratuitement et visiter l'abbaye. On a une population européenne qui vient. Il y a une lignée avec les Plantagenets qui fait que nous avons aussi pas mal d'Anglais, des Hollandais, des Belges, et puis des Allemands, mais aussi des Italiens et des Espagnols, parce que Bérengère était de Navarre. On a plus de 88 visiteurs depuis qu'on a toute cette animation.